D'après moi, les SCPI sans frais d'entrée sont un produit bien marketé, mais qui peut nous coûter très cher et même nous mettre en danger. Je travaille en gestion de patrimoine depuis plusieurs années et j'ai la chance de travailler avec un cabinet qui ne m'oblige pas à pousser des solutions qui ne me semblent pas adaptées. Certains nous disent que grâce à leur structure de frais, ces nouvelles SCPI permettent de mettre plus d'argent au travail. D'autres expliquent que la société de gestion, donc les gérants qui sont externes à la SCPI, sont plus alignés avec les épargnants parce qu'ils sont rémunérés non pas pour collecter de l'argent, mais pour l'investir. On entend un peu tout et n'importe quoi, chacun a son avis, et certains CGP, conseillers en gestion de patrimoine, estiment même qu'il faut acheter un peu des deux pour bien diversifier. La dernière fois que j'ai parlé des SCPI en mal, j'ai reçu une mise en demeure de l'une d'entre elles qui m'a menacé d'action en justice. Mais aujourd'hui, j'ai comparé les frais de chacune des néo-SCPI qui existent actuellement avec ceux de 3 SCPI classiques. Et vous allez voir que je suis très loin du constat quasi unanime qu'on peut lire sur Internet. Pour cette vidéo, je me suis lancé le défi de faire un comparatif entre les SCPI sans frais de souscription et les SCPI classiques. Pour l'instant, sur Internet, j'ai trouvé quelques comparatifs et comparaisons. Le directeur de Remake Asset Management, par exemple, compare les frais sur 10 ans. Mais vous allez voir que je ne tombe pas du tout sur le même résultat. Et l'étude d'avenir des investisseurs reconnaît qu'il est impossible de modéliser l'économie des SCPI avec précision, mais ils produisent quand même des courbes, des graphiques qui donnent un avantage sans équivoque aux SCPI sans frais sur une durée supérieure à 30 ans. Vous verrez que là encore, j'ai absolument pas les mêmes résultats. Attention, je vais beaucoup parler de chiffres à partir de maintenant, donc si vous le souhaitez, vous pouvez éviter la partie théorique et vous pouvez passer directement à la conclusion. Mon étude se porte sur la modélisation des frais des SCPI, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que je cherche à savoir dans un premier temps quelle structure de frais favorise les investisseurs en imaginant la même équipe de gestion, les mêmes actifs, etc. En fait, je cherche à modéliser l'impact des frais sur la performance finale. Beaucoup de nouveaux influenceurs de la gestion de patrimoine mettent en avant, par exemple, l'étude Spiva et parlent de l'impact des frais sur la performance de nos investissements financiers. Et ils ont raison de le faire, mais j'ai remarqué qu'on les entend beaucoup moins quand il s'agit des frais des SCPI. Bon, j'en reviens à mon sujet. Comme je prends des hypothèses d'investissement long terme, je vais ignorer les commissions de transfert de parts, les commissions de retrait, en fait pour les retraits de ceux qui veulent sortir des SCPI sans frais trop rapidement. Je vais aussi faire abstraction du délai de jouissance qui est un coût supplémentaire mais compréhensible puisque les SCPI à capital variable ont besoin de temps pour investir leur cash. D'autres petites hypothèses de simplification sont prises, je ne peux pas toutes les détailler ici, j'en dresse une liste non exhaustive que je mettrai à l'écran ou en description. Alors, dans ce tableau intitulé Données comparées, je compare les données des SCPI sans frais d'entrée, donc Remake Live, Hirokozen, Novaxia Neo, UPK, Mistral Sélection et Élévation Tertium, avec 3 SCPI classiques. Quorum Origine, donc une SCPI avec une politique de frais importante, le patrimoine foncier, une SCPI à capital fixe avec peu de frais pour le coup, et Épargne Pierre qui se situe plutôt dans la moyenne des SCPI, donc des SCPI classiques en tout cas. Donc je suis allé chercher dans les statuts de chaque SCPI la proportion exacte de chaque catégorie de frais prélevés. D'abord, je distingue les frais de souscription des frais de gestion. Donc ça, on peut les retrouver dans les statuts. Ensuite, qu'est-ce que j'appelle les commissions sur transaction? J'ai regroupé toutes les commissions d'acquisition et de cession en les pondérant et en y ajoutant toutes les commissions liées à l'achat ou à la revente d'immeubles. En fait, tout ça, ça correspond aux commissions que va toucher la société de gestion à chaque fois qu'il y a un achat-revente qui se fait, en tout cas un achat ou une vente sur les immeubles de la SCPI. J'ai pris quelques notes sur les conséquences d'une telle hypothèse, mais disons pour simplifier que je désavantage sans doute un peu Quorum et que j'avantage les SCPI sans frais d'entrée avec cette manière de faire. Et enfin, il y a les commissions sur les travaux. Là, il y a moins de débat, c'est statutaire, comme pour les deux premiers. Alors maintenant, l'équation que j'ai utilisée pour ma modélisation. C'est assez simple. Je considère que les frais totaux, c'est les frais d'entrée, plus les frais de gestion, plus les commissions de transaction lissées, plus les commissions de travaux lissées. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va mieux comprendre en regardant les données que j'ai utilisées pour cette équation sur Excel. J'ai fait un tableau avec des variables que je peux ajuster, modifier, ce qui va donc forcément modifier les résultats finaux. Pour les frais d'entrée, je vais multiplier le taux de frais par le capital investi par l'épargnant dans la SCPI. Dans cet exemple, 100 000 €. Pour les frais de gestion, je multiplie le taux de frais par les revenus indexés, que j'estime en multipliant la rentabilité des actifs par le capital total investi, c'est-à-dire le capital que l'épargnant a investi augmenté de la dette de la SCPI. Pour l'exemple, ici j'ai pris un taux de dette de 35%, donc je fais 1,35 fois les 100 000 €.
La commission de transaction lissée, ça correspond à tous les frais d'acquisition et de cession des immeubles auxquels j'ai rajouté les frais de brokerage. Pour la lisser dans le temps, j'ai fait la somme, puis j'ai divisé par le délai moyen d'arbitrage. En fait, les frais d'acquisition et de brokerage sont payés en totalité dès le premier investissement. Donc pour la société de gestion, finalement, il y a bien l'équivalent des frais d'entrée qui sont encaissés très rapidement après la collecte auprès des investisseurs. Et pour moi, ça c'est pire que des frais d'entrée de SCPI classiques pour deux raisons. Un, ils sont à multiplier par le taux d'endettement. Et deux, ils sont renouvelables à l'envi et incitent forcément donc à arbitrer le patrimoine de la SCPI. Et enfin, le montant des commissions sur travaux donc, est estimé en considérant qu'il y a toujours une petite part de travaux en proportion du capital total investi. Dans cet exemple, j'ai pris 2%. Avec cette équation, j'arrive à des résultats très intéressants. On voit que le patrimoine foncier, donc la SCPI classique la moins chargée en frais, est la moins chère parmi toutes les SCPI analysées dès la première année. Épargne Pierre, que je prends comme la moyenne des SCPI classiques, est moins chère que chacune des SCPI sans frais d'entrée dès la 7e année. Et même Quorum, avec des hypothèses qu'il a des avantages, est moins cher en moins de 20 ans. Pour continuer l'analogie avec les frais sur les produits financiers, c'est très intéressant de voir que sur une période de 10 ans, avec seulement 100 000 € investis, élévation de tertium par exemple pourrait coûter plus de 50 000 € de frais, Hirokozen plus de 40 000, alors que le patrimoine foncier coûterait seulement 12 000 €. Sur 40 ans, c'est plus de 220 000 €, 160 000 contre seulement 53 000. Cette analyse a plusieurs limites. Il y a évidemment toutes les hypothèses que j'ai dû faire en amont. Certaines sont modifiables et faire varier les paramètres me ramène quand même à des conclusions souvent similaires. Mais surtout, cette étude vise à synthétiser les frais collectés par la société de gestion sur le capital des épargnants dans leur ensemble, pas les frais directement payés par les épargnants individuellement. Donc cette mise en commun, typiquement, pourrait me permettre, si je le souhaitais, d'investir pour une durée de 6 ans et de ressortir sans forcément voir l'impact de ces frais d'acquisition sur mon capital, par exemple. Mais pour autant, les frais auront bien été prélevés, et donc on comprend vite que si tout le monde fait ça, tout le monde a cette logique de sortir au bout de 6 ans, et qu'il n'y a pas assez de nouveaux entrants pour soutenir les demandes de retrait, il va y avoir forcément donc un problème quelque part. Et justement, c'est bien une partie du problème. Les SCPI sans frais d'entrée sont des SCPI à capital variable. Donc leur capital est toujours ouvert et leur stabilité dépend fortement de la proportion de nouveaux entrants par rapport aux sortants. Le simple fait de retirer les frais d'entrée, donc pour les épargnants, a donc un effet négatif. C'est que du jour au lendemain, tout le monde peut vouloir sortir. Et si ça arrivait, la réalité c'est que personne ne pourrait sortir et donc que la SCPI pourrait être entraînée dans un cercle vicieux et être amenée à vendre des immeubles par exemple. Donc ça c'est une crise de liquidité qu'on a vue qui est arrivée à plusieurs SCPI classiques en 2023-2024. Donc pour les SCPI sans frais, le risque est encore accru. Dans ce scénario-là, avec la masse de frais, autant vous dire que les épargnants auront du mal à retrouver leur capital initial. Donc d'ailleurs, aujourd'hui, la rentabilité effectivement plus forte des SCPI sans frais d'entrée ne vient pas de frais moins importants, ni même de la théorie selon laquelle on mettrait plus d'argent au travail, mais bien du fait qu'elles ont collecté du capital dans une période où les prix de l'immobilier commercial ont fortement baissé et donc la rentabilité des immeubles achetés a augmenté. Alors oui, ces SCPI sont à la mode aujourd'hui et certaines collectent énormément de capitaux, mais avec tous ces éléments en tête, on peut se demander si ça va durer éternellement. La deuxième raison pour laquelle j'estime que le capital est en danger est davantage liée à l'alignement d'intérêts entre les gérants, donc la société de gestion, et les épargnants associés de la SCPI. Ici encore, le discours majoritaire, c'est de dire que les intérêts sont davantage alignés parce que la société de gestion n'est pas payée pour collecter de l'argent, mais pour l'investir, ou encore parce que sa rémunération dépend davantage de la collecte des loyers. Pour moi, il n'y a rien de plus faux. Au contraire, le fait d'instaurer des frais d'acquisition et de cession, que j'ai modélisés par les frais de transaction, incite les gérants à faire des arbitrages, c'est-à-dire à vendre des actifs pour en acheter d'autres. Alors pour l'instant, on n'a pas de recul, et je ne dis pas qu'ils le feront systématiquement, mais sur le papier, ça leur donne bien le pouvoir de réduire très fortement le patrimoine de la SCPI en quelques années, puisque à chaque achat-revente, il peut y avoir parfois plus de 10% de commission pour la société de gestion. Alors, quelles conclusions en tirer? D'abord, sur le long terme, les frais de gestion coûtent plus cher aux épargnants que les frais de souscription. Donc, pour mon horizon d'investissement, j'aurais pu m'arrêter là et conclure que je n'investirai jamais dans les SCPI sans frais d'entrée.
Mais il y a pire. On peut quand même être tenté en fait justement de se dire « Ah, sur le court terme, on peut faire une bonne affaire ». Mais augmenter d'autres frais et systématiser des frais de transaction sur chaque immeuble pourrait même se révéler dévastateur, non seulement en rognant le capital de la SCPI, mais aussi en incitant potentiellement à une mauvaise gestion. Donc les néo-SCPI mettent en danger la structure de leur capital, augmentent fortement à mes yeux donc le risque d'une spirale infernale dans laquelle peuvent s'enfermer les SCPI lorsqu'elles perdent en popularité. Et globalement, s'il y a une chose à retenir de cette modélisation, c'est que sur 40 ans, la différence entre ce que me coûte une néo-SCPI et ce que me coûte une SCPI classique pourrait avoisiner les 200 000 € pour seulement 100 000 € de capital investi à l'origine. Et même sur un horizon d'investissement beaucoup plus court, investir dans une néo-SCPI augmenterait mon risque de perte en capital et mon risque de liquidité, c'est-à-dire le risque de ne pas pouvoir récupérer mon argent quand je le souhaite. Alors oui, c'est attrayant et c'est même possible à court terme de profiter donc de l'engouement autour de ces nouveaux produits et de ne pas supporter les frais d'acquisition individuellement pour gagner de l'argent par rapport à l'investissement dans une SCPI classique à court terme. Mais je m'expose donc forcément à plus de risques parce que selon cette modélisation, en moyenne, eh bien, les investisseurs dans leur ensemble vont subir plus de frais dès la 6e année dans une néo-SCPI par rapport à ce qu'ils auraient subi dans une SCPI classique. Et d'ailleurs, finalement, pour l'épargnant, les frais d'entrée constituaient aussi un des avantages en fait, des SCPI par rapport aux foncières cotées. C'est pas le rendement, c'est pas la fiscalité et c'est encore moins le potentiel de performance sur le long terme, puisque les foncières cotées sont en moyenne meilleures sur tous ces points. Mais c'est le fait d'investir dans un produit qui va nous forcer à avoir une vision long terme de l'investissement, donc justement grâce à ces frais d'entrée-là. Pour ceux qui veulent avoir accès au tableau Excel complet et faire jouer les variables ou modifier l'équation, je l'ai partagé dans le groupe Discord que j'ai créé. Là-bas, on parle principalement de foncières cotées, mais le but c'est de créer une communauté autour de l'immobilier passif et donc les SCPI pourraient devenir un sujet récurrent. Alors n'hésitez pas à le rejoindre quel que soit votre niveau. Je vais sans doute essayer d'investir dans une SCPI d'ici la fin de l'année. Je vous tiendrai informé dès que j'aurai définitivement sauté le pas. C'était pas un conseil d'investissement, portez-vous bien et à bientôt.